Bon, Juliette, bienvenue, tu diriges Job Teaser. Ravi de t'interviewer, d'échanger avec toi sur l'évolution des tendances des étudiants, du marché des jeunes DIP, des stagiaires, des alternants. Ma première question, c'est quel regard tu poses aujourd'hui sur la jeunesse étudiante, sur ses attentes, sur ses aspirations? C'est intéressant parce que je pense que c'est des questions qui se posent à toutes les générations, les unes après les autres, et que comme on le dit parfois chez Job Teaser, on a tous sans doute été le petit con de la génération d'avant. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la Gen Z et de son rapport au travail, du fait qu'ils sont, je sais pas motivés ou pas loyaux, etc. Et en fait, ce qu'on voit, nous, on creuse vraiment. On fait des études, on a notamment une étude en partenariat avec l'EDEC là-dessus, sur le rapport des jeunes au travail. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tout ça, c'est des idées reçues, en fait, qui sont un peu faciles, et que la réalité, elle est plus complexe. Ce qui différencie les générations qui arrivent maintenant sur le marché du travail, c'est un rapport au temps qui est différent. C'est clairement des générations qui sont, on peut parler d'impermanence. Ils ont un rapport qui est lié, on peut faire tout un tas de rapports avec les réseaux sociaux, les plateformes, le numérique, etc. L'impermanence, c'est l'immédiateté. L'immédiateté. Okay. En fait, il y a une impatience, d'une certaine manière, qui est beaucoup plus forte que ce que ça pouvait être chez une génération d'avant. Ça se manifeste différemment. Par exemple, aujourd'hui, si tu demandes à un jeune en sortie d'études combien de temps il pense qu'il va rester dans son premier job, la réponse, c'est 18 mois. Okay. Voire 12 s'ils sont dans des formations universitaires. Ça colle pas du tout avec la façon dont le monde de l'entreprise est fait aujourd'hui. Un premier job, c'est 2 ans, 3 ans avant d'attendre. Et là, en fait, tu vas avoir des gens qui, au bout de 18 mois, vont se dire, ok, elle est où ma promotion, elle est où ma prochaine mission, mon prochain challenge. Et en fait, ça, mal amené, parce que parfois aussi, tout le monde n'arrive pas à bien se parler en entreprise, ça peut créer un sentiment ils sont un peu arrogants, ils ne comprennent pas la réalité de ce que c'est que travailler, etc. En fait, non, c'est juste qu'ils ont besoin de changement, de diversité. Et en fait, c'est pas forcément qu'ils ont besoin d'être promus tout de suite. Ça peut être, ils ont besoin de nouvelles missions, ils ont besoin de voir d'autres choses. Ils ont une capacité d'être loyal à une entreprise, plus qu'à un job, j'imagine. Mais beaucoup. Mais c'est pas du donné, quoi. C'est vraiment pas. Il n'y a pas un espèce de truc ancré qui dit c'est mon entreprise qui m'a donné ma chance. Et donc, c'est une loyauté qui se négocie un peu chaque jour. Au sens Qu'est-ce qui fait qu'une organisation va gagner la loyauté d'un jeune? Je pense que c'est tant qu'ils apprennent et qu'ils arrivent à grandir, en fait. Et ça, je trouve ça plutôt sain. Parce que je trouve ça assez juste. En fait, on est dans une relation où chacun doit y trouver son compte. Et c'est vraiment ça. Ils peuvent être hyper loyaux, hyper engagés, hyper committed à ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont quand même le sens de pouvoir servir l'entreprise au-delà de leur propre apprentissage immédiat ou de leur propre intérêt? Et à quel moment ils le développent? Oui, ça s'en va pas. C'est pas disparu. Ils ont le sens, ils ont le sens du collectif. Ils sont au contraire souvent dans une recherche. Dans leurs attentes, par exemple, va beaucoup ressortir. Quand tu leur demandes c'est quoi ce qui compte le plus pour vous dans votre job, ils vont parler de bienveillance au travail, ils vont parler d'équipe, de vie d'équipe, de choses comme ça. Donc ils sont vraiment ils sont insérés dans le tissu de l'entreprise. Je te pousse un peu sur cette question-là parce qu'on le voit aussi dans nos études. Oui, il y a un comportement assez opportuniste qui peut paraître passer parfois pour un comportement de mercenaire, mais au final, ils ont envie d'adhérer à un projet et donc aussi de contribuer à un projet, et ils aiment bien faire partie d'équipe, aider leurs collègues. Donc ils ont un sentiment d'appartenance et d'utilité quand même, au-delà de leur propre intérêt. Et tu vois, on disait effectivement, tant qu'ils grandissent, en fait, je pense que ça les fait grandir de participer à un projet plus grand qu'eux, un collectif. En fait, grandir, c'est pas forcément simplement, ok, j'ai acquis une nouvelle skill et je peux cocher une case de plus. C'est aussi, j'ai fait partie de quelque chose, j'y trouve mon compte. Et trouver leur compte, ça peut aussi être dans le collectif, et ça ne disparaît pas. Et l'autre chose qui est importante à avoir en tête, c'est un rapport au travail beaucoup plus fragmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont 60%, avant même la fin de leurs études, à se dire que finalement, oui, le CDI est une possibilité, mais c'est pas la seule. Ils vont penser freelancing, ils vont penser CDD, ils vont penser beaucoup d'autres choses qui, sans doute, dans les générations précédentes, étaient beaucoup moins présents. Il y avait quand même un peu une norme. Est-ce que ça, c'est pas parce qu'il y a un marché du travail qui était assez particulier, c'est-à-dire les candidats étant en situation de force, les employeurs essaient de les séduire à tout prix, ça c'est ce qu'on a vécu sur les 7-8 dernières années. Là, on voit quand même que le marché se durcit, il y a des candidats qui ont beaucoup plus de mal à trouver un stage, une alternance, un premier emploi. Est-ce que là-dessus, ils ne sont pas en train de revoir leurs critères d'exigence vis-à-vis des entreprises? Il y a la question du rapport de force un peu sur le marché qui se pose, qui est réel, mais je ne pense pas qu'on va revenir complètement à une espèce de quête du CDI complètement normée dont on ne peut pas dévier. Cette fragmentation, elle va rester. Après, effectivement, on voit que le rapport s'inverse. Nous, en termes de volume de candidatures par rapport au nombre d'offres, etc.,
tu vois bien que la situation s'est inversée. Mais je pense que ces choses-là sont quand même plus structurelles et plus ancrées. Le volume de candidatures, parce que dans ces candidatures, il y en a plein qui ne sont pas pertinentes. Donc vraiment, aller trouver la candidature pertinente, effectivement, c'est ce qu'on essaye de les aider à faire. C'est pas évident, parce que le recrutement, ça reste quelque chose fondamentalement d'éminemment humain. Et donc, tu auras beau déployer une IA d'un côté et une IA de l'autre, à la fin, et c'est notre conviction dans la façon dont on pense nos outils de sourcing, c'est pour permettre une rencontre entre deux êtres humains et une décision ensuite qui soit liée à ça. Si, peut-être pour finir, si tu as un conseil à un employeur pour être attractif vis-à-vis de ses candidats? Sur cette génération-là, je pense que c'est vraiment la transparence. La transparence au sens de l'information qu'on leur donne. C'est la première génération qui est vraiment digital native et qui a grandi dans un monde où la vérité est un concept qui peut parfois être un peu distendu. Donc, être capable de leur dire des choses vraies, vérifiées, vérifiables, certifiables, ça a de la valeur pour eux. Et le dire d'une façon, il y a un langage des générations qui sont sans doute un peu plus hermétiques au langage corporate bien lisse. Et donc voilà, il y a un ton à adopter pour aller parler vrai, aussi vrai que possible. Dire de manière un peu rigolote, des choses très sérieuses et fiables, quoi. C'est ça. En gros, si tu arrives à faire ça, a priori, tu arrives à retenir leur attention. Ok, merci. Merci à toi.